On est tombé sur une nouvelle récemment qui semblait assez locale à première vue, le 30e anniversaire d'une association à la salle. L'Association chinoise de méditation, santé et joie. C'est ça. Et on pourrait se dire, bon, c'est une petite nouvelle de quartier. Mais en fait, en tirant le fil, on s'est rendu compte que ça ouvrait sur une histoire immense. Une histoire beaucoup plus grande, oui. Celle de la communauté sino-montréalaise et de son impact qui est partout dans la ville. C'est exactement ça l'analyse qu'on va faire aujourd'hui. On veut comprendre cette communauté au-delà des clichés. Oui, aller plus loin que le quartier chinois, même s'il est central. Nos sources, comme wikiresidence.ca et infodrone.ca, elles nous aident à dresser un portrait beaucoup plus large. On parle d'une des plus anciennes communautés de Montréal. Absolument. Et cette petite association à la salle, c'est une excellente porte d'entrée pour voir à quel point elle est vivante aujourd'hui. Alors allons-y. Ce qui m'a frappé avec cet assaut, c'est que leurs activités, le tai chi, le qigong, c'est présenté comme interculturel. Oui, et intergénérationnelle. C'est pas juste pour la communauté, c'est ouvert à tout le monde dans le quartier. Et ça, c'est un point fondamental. Ce n'est pas un cas isolé, loin de là. On a tous déjà vu ces scènes, tu sais, le matin dans un parc. Oui, et des dizaines de personnes qui bougent lentement. C'est ça. On passe à côté, on trouve ça beau, mais on ne réalise pas toujours que derrière, il y a tout un réseau, une organisation. Donc c'est pas juste des gens qui se retrouvent comme ça spontanément. Non, pas du tout. Le parc de la Porte du Dragon, au cœur du quartier chinois, c'est un lieu connu pour ça. Bien sûr. Et traverse le pont, va à Brossard, dans les grands parcs, tu vois la même chose. Pareil, à Côte-des-Neiges, à Saint-Laurent. Dans les centres communautaires aussi, j'imagine. Exactement. Il y a des cours, souvent donnés par des bénévoles de ces associations. C'est une vraie infrastructure de bien-être, accessible à tous. C'est un apport direct à la qualité de vie montréalaise. Et ça va plus loin que l'exercice. Je pense à toutes les cliniques d'acupuncture, de médecine traditionnelle chinoise. C'est la même logique. Ça vient d'une tradition d'entraide et d'organisation qui est très, très ancienne. Certaines associations datent de la fin du 19e siècle. 1889 pour l'Association chinoise de Montréal, c'est ça? C'est fou. Oui, c'était des piliers de survie avant d'être des moteurs d'intégration. Justement, ce passage de survie à intégration, c'est ça qu'il faut décortiquer. Comment ça s'est fait? D'où vient cette communauté à l'origine? Alors, pour simplifier, on peut parler de 3 grandes vagues, très différentes les unes des autres. Ok? La première, fin 19e, début 20e. Ce sont les pionniers. Des hommes, souvent seuls, venus pour les chemins de fer. Puis ils ont ouvert des buanderies, des restaurants. Et ils faisaient face à un racisme systémique, la fameuse taxe d'entrée. Exactement, des lois très discriminatoires. Donc leur vie était concentrée dans un tout petit périmètre, ce qui est devenu le quartier chinois. C'était une communauté de survie. Soudée par nécessité. Ils n'avaient pas le choix. Et le contraste avec aujourd'hui est saisissant. C'est quoi le premier grand changement? C'est l'ouverture du Canada, la fin des politiques migratoires racistes, en 1967. Ça a tout changé. Et ça amène la deuxième vague. Oui, de 67 aux années 90 à peu près. Et là, le profil est complètement différent. Ils viennent de Hong Kong, de Taïwan, ils sont plus scolarisés, ils viennent en famille, ce sont des entrepreneurs. C'est là que la communauté commence à sortir du quartier chinois. C'est le début de l'étalement, vers les autres arrondissements et surtout vers la banlieue. Brossard, c'est à ce moment-là que ça commence. Et la troisième vague, c'est celle qu'on vit en ce moment. C'est celle qui a tout transformé depuis les années 90. Une immigration massive de Chine continentale et aussi de Hong Kong. Très très qualifiée. Le profil économique et étudiant. Voilà. Des ingénieurs, des informaticiens, des gens en finance. Eux ne s'installent plus du tout dans le quartier chinois historique. Ils vont directement à Saint-Laurent, Côte-des-Neiges et surtout ils renforcent massivement la rive sud. On parle de chiffres importants là. Oui, on estime la population à plus de 110 000 personnes aujourd'hui à Montréal. C'est autour de 2,6% de la population totale. C'est majeur. Et malgré cette dispersion, le quartier chinois historique, lui, il tient bon. Il tient bon, mais il a dû se battre. Vraiment. Dans les années 70, les projets d'autoroutes ont failli le rayer de la carte. Et aujourd'hui, c'est la pression immobilière. Exact. Mais il a une sorte d'arme secrète. Une particularité qui explique sa résilience. Ah oui, je suis curieux. C'est la structure de propriété. On pense que ce sont des gros promoteurs, mais en réalité, beaucoup d'immeubles appartiennent encore à de très vieilles associations familiales. Attends, comment ça? Les Wang, les Li, les Hume,
Ce sont des associations, des clans si on veut, qui possèdent collectivement des bâtiments depuis des générations. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'argent. Non, c'est une question de patrimoine, de lignée. Ça a permis de freiner la spéculation et de garder des commerces locaux. Ça ancre la communauté dans la pierre, littéralement. Ça change toute la dynamique. Ce n'est pas juste un quartier d'affaires, c'est un héritage. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est désigné lieu historique, qu'il y a un plan d'action pour le protéger. C'est la reconnaissance que ce petit coin de ville n'est pas négociable. Ça fait partie de l'identité de Montréal. Cette idée de propriété familiale, ça m'amène à l'économie. L'image classique, c'est le restaurant, la buanderie. Le point de départ de tout, oui. Et il ne faut pas sous-estimer ça. Ces entreprises familiales ont été des modèles de résilience. Elles ont permis à des générations s'en sortir. Et elles ont offert des services essentiels partout en ville. Absolument, c'était le premier visage de l'entrepreneuriat sino-montréalais. Et parfois, de ces petites entreprises sont nés des géants. On pense à Wong Wing, évidemment. C'est l'exemple parfait. Fondée en 1948, une petite business familiale qui devient un leader nord-américain. C'est une histoire de succès incroyable. Et la nouvelle de la fermeture de l'usine, récemment, ça marque la fin d'une époque un peu. Je pense que ça marque surtout une transition. Le modèle familial existe encore, mais ce n'est plus le moteur principal. Le portrait a changé. Radicalement. Aujourd'hui, on voit une très forte concentration de professionnels dans des secteurs de pointe. La science, la tech, l'intelligence artificielle, la finance. On n'est plus dans l'économie de services de proximité. On est au cœur des industries du futur de Montréal. C'est exactement ça. Et est-ce que cette nouvelle puissance économique est aussi structurée que les réseaux d'entraide des débuts? De plus en plus. Ce ne sont plus que des réussites individuelles. Des réseaux se créent. Comme quoi, par exemple? Le Conseil canadien des gens d'affaires Chine-Canada a une section québécoise très active, avec des gens comme Jeff Zhang à sa tête. On voit des avocats, des entrepreneurs qui créent des ponts, qui facilitent les investissements. L'impact est plus stratégique, plus institutionnel. Beaucoup plus. Bon, on a parlé d'histoire, d'économie, mais tout ça s'est incarné par des gens, des visages. Et la liste est longue. Par où on commence? Peut-être par les gardiens de la mémoire. Il y a des gens qui ont compris que si eux ne racontaient pas leur histoire, elle allait disparaître. Des gens comme qui? Je pense à Walter Chiantom, un avocat qui s'est battu toute sa vie pour la préservation du quartier chinois. Ou Timothy Chiu-Man-Chan, qu'on appelle l'historien de facto du quartier. C'est lui qui a recueilli les témoignages des aînés. Oui, et le cinéaste William Jingui-Der, qui a mis tout ça en images. Sans eux, une grosse partie de ce dont on parle aujourd'hui serait tombée dans l'oubli. Ils ont posé les fondations. Et sur ces fondations, il y a eu une explosion de créativité, surtout dans les arts. C'est fascinant, parce que beaucoup d'artistes de la deuxième ou troisième génération utilisent leur art pour questionner cet héritage. Ce n'est pas de l'art folklorique. Pas du tout. C'est un dialogue. Prends l'artiste visuelle Karen Tam. Dans ses installations, elle recrée des restaurants chinois, des salons de karaoké. Elle déconstruit ces espaces pour explorer l'identité sino-canadienne aujourd'hui. On voit ça aussi au cinéma, non? Absolument, avec la documentariste Karen Cho, ou dans un autre style, l'artiste de performance Shenhua Catherine Dong, qui travaille sur l'hybridité, le tiraillement entre les cultures. Et en littérature, on a une figure majeure comme Ying Shen. Qui a exploré en français les thèmes du déracinement, de l'identité multiple. Ce sont des artistes qui enrichissent la conversation culturelle de toute la ville. Et il y en a partout. De la musique avec Vivian Yang Li et son RU, au théâtre avec Sophie Ji, jusqu'à la direction de grandes institutions culturelles comme Cheryl Sim à la Fondation Phi. C'est ça. On a les gardiens de la mémoire, les artistes qui questionnent. Et puis il y a ceux qui bâtissent le présent, sur le terrain. Oui, en politique, on a vu Cathy Wang briser des plafonds de verre. Dans l'immobilier, des noms comme Vincent Cou du groupe Brevia, Bob Liu, Nathan Sieh, ce sont des acteurs majeurs du développement de Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un entrepreneuriat qui reste très ancré dans la communauté. C'est un point crucial. Des leaders comme Yifang Eva Yu, la présidente du marché asiatique. Ou Winston Chan. Oui, Winston Chan, avec le marché de nuit asiatique, le festival du Nouvel An. Ces événements sont devenus des incontournables pour tous les Montréalais. Ils n'en font que des affaires. Non, ils créent du lien. Ils réinventent le quartier chinois. Ils le rendent vivant, pertinent. Ce sont les nouveaux bâtisseurs. Alors, si on résume, si on rassemble tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Pour moi, c'est le passage d'une communauté définie par un lieu à une influence diffuse partout. C'est ça. D'une économie de pionniers à une force motrice dans la tech, la culture, les affaires.
C'est un changement de paradigme complet. Et j'ajouterais que cette vitalité, qu'on voyait au début avec la petite association de la salle, elle profite à tout le monde. C'est le signe d'une intégration réussie qui n'est pas une assimilation. On ne demande pas aux gens de gommer leurs origines. Au contraire, c'est en partageant ces traditions qu'on enrichit toute la ville. C'est une force tranquille qui rend Montréal plus intéressante. Ça me laisse avec une question pour la suite. Avec cette dispersion, avec des pôles maintenant plus gros à Brossard ou Saint-Laurent que dans le quartier historique, quel est l'avenir du quartier chinois physique au centre-ville? Est-ce que son rôle principal devient purement symbolique, un lieu de mémoire, pendant que la vraie vie de la communauté, elle, se passe, grandit et se réinvente complètement ailleurs dans la métropole?